Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va terminer le CM sur la protection des espaces ruraux, avec la question des acteurs et des tensions autour de ces enjeux de protection. On a des espaces, on l'a vu, qui sont multifonctionnels, des espaces ruraux multifonctionnels et donc ça amène à, on va dire une multiplication des conflits d'usage, pardon, parce qu'on va avoir à la fois des usages concurrents de l'espace, on va pas, des usages qui s'opposent, mais aussi des représentations territoriales différentes, qui amènent à des visions différentes du développement de l'espace rural. Ça, on l'a vu un petit peu avant. Ça s'explique parce que les espaces ruraux, heu, entraînent des usagers, vraiment très variés, que ce soit des agriculteurs, des artisans, des néo-ruraux, des touristes, des habitants, traditionnels, on va dire, enfin qui sont là depuis longtemps, des entreprises, des services de l'État, puis des scientifiques, enfin, il y a une multitude d'usagers qui ont pas tous les mêmes usages, qui ont pas tous les mêmes représentations et ça va, créer des oppositions. Heu, on va on a 3 grandes fonctions, qui s'opposent. On a la fonction productive, ça va être par exemple l'agriculture, l'industrie, qui peut s'opposer à la fonction résidentielle, donc que ça soit, les habitants ou les touristes qui vont vouloir un cadre de vie agréable et sain. On voit comment ça peut, s'opposer à l'agriculture et l'industrie et une troisième fonction qui est la fonction de conservation, avec une volonté de protection de la biodiversité et des paysages et on voit comment ça peut s'opposer à la fonction productive et la fonction résidentielle. Enfin, les 3 peuvent s'opposer les unes aux autres. C'est les 3 grands pôles, d'opposition dans l'usage des espaces, ruraux. Et on a des conflits de plusieurs ordres. On va voir 2 exemples, hein. La question d'abord de la mise à l'écart des populations et on verra, les questions autour des projets d'aménagement à la fin. Pour la mise à l'écart des populations, on a des approches donc dans la nous on part de l'angle de la protection, hein, des espaces ruraux. La mise en place de périmètres de protection, qui on a vu peuvent séparer strictement les espaces à protéger des espaces exploités, peuvent conduire au déplacement, d'une partie de la population, et donc ces populations subissent les conséquences de règles qu'ils n'ont pas choisies. Parce que souvent, les populations locales sont exclues des discussions. On a vu l'exemple des parcs naturels régionaux en France, mais c'est un cas, rare. Souvent, les périmètres de protection dépendent de l'État et les lors de l'instauration de ces périmètres de protection, c'est des représentants de l'État qui prennent des décisions, et il y a pas forcément de concertation avec les populations locales. Ça, c'est vrai quand il y a une instauration de réserve naturelle, mais aussi pour, par exemple, les modalités d'inscription de certains sites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et cette approche, d'ailleurs on va dire un petit mot dessus, hein, cette approche appliquée, où, va y avoir, des décisions qui vont être prises seulement au niveau de l'État en s'adressant qu'aux représentants de l'État pour, créer des réserves. C'est une approche qui a été appliquée d'abord par les administrations coloniales et qui a été reprise par certaines grandes ONG environnementales, souvent d'origine européenne ou nord-américaine et donc ça a pu être perçu comme une nouvelle forme d'impérialisme environnemental où par exemple une ONG nord-américaine dit qu'il faut instaurer, un espace naturel ici et que ça se fait au détriment des populations locales. Alors voilà, ça c'était pour la notion. On va, développer un exemple, c'est celui de la Tiger Reserve, de Parambiculam en Inde. Donc d'après les travaux de Lucie Desjoannet qui a travaillé sur cette réserve. Donc on va un petit peu, détailler, voir comment, il y a des tensions dans la mise en œuvre, d'un espace de protection, hein, la Tiger Reserve et les populations locales. Donc déjà, pour, situer, c'est un espace, qui est pas du tout vide d'hommes, en fait. Il y a à la fois des populations autochtones, c'est-à-dire des tribus traditionnelles qui s'appellent des Adivasi, qui vivent là et aussi des colons qui se sont installés, donc des colons, qui viennent d'autres régions de l'Inde, qui sont installés pour l'exploitation du bois et pour, l'agriculture. On a donc un espace qui est en partie artificialisé, avec 3 grands barrages pour l'irrigation et 30 de la réserve, donc presque un tiers, hein, est planté en teck. Le teck, c'est un bois qui est utilisé justement pour l'exploitation. Et cette, réserve, elle a été créée d'abord en 1985 et elle devient une Tiger Reserve en 2000.
Pourquoi? Bah, c'est parce que, il y a des autorités locales et des écologistes qui ont voulu protéger cet espace qui était marqué par une diversité de milieux. On trouve par exemple de la forêt Saint-Père-Virande sèche, ce qui est assez rare, et puis surtout une faune, rare, et c'est pour ça que ça a été transformé en tiger reserve parce que, bah, il y a des tigres et j'avoue, j'ai pris le temps de chercher, et de faire cette diapositive où vous avez donc plein d'animaux, heu, dont certains dont je n'avais jamais entendu parler, hem, qui sont, hem, qui sont présents dans cette réserve. Donc là, vous avez, les petits, triangles, c'est les zones où ils ont été repérés. Donc pour ça, on a voulu protéger, ces espèces, rares et il y a eu une approche très restrictive. On a interdit de couper les arbres, on a interdit de cueillir les produits forestiers pour les commercialiser. On a on a interdit, tout ce qui, pour les populations locales, était source de revenus, tout simplement. Donc les populations locales n'ont pas compris la légitimité, de cette réserve naturelle qui les prive de leurs ressources économiques, d'autant plus que pour eux, justement, elle n'est pas légitime parce qu'avec des plantations, avec des barrages, c'est un espace qui leur paraît dégradé. Pour eux, c'est pas un espace de réserve naturelle. En plus, ils ont jamais été consultés, on leur a imposé des règles et pour faire respecter ces règles, on installe des gardes armés, qui sont, là pour les faire, respecter. En plus, il y a très peu d'emplois qui ont été créés, donc cette population se sent captive dans une réserve sans possibilité de développement. Et donc ça conduit, bah, à des réactions négatives et des moyens de survie, de la contrebande, du braconnage, la culture de plantes qui servent à faire des drogues, des distilleries d'alcool cachées au milieu de la forêt. En fait, les habitants, ils pensent à leur survie avant tout et ils se sentent pas très concernés par la protection des animaux. Par exemple, les animaux sont abattus dès qu'ils entrent dans les plantations. Donc, sont installés des gardes forestiers qui sont là pour défendre les animaux, mais finalement ces gardes forestiers, ils sont moins bien armés que les contrebandiers et ça crée des tensions très fortes avec des cas où les gardes tirent à vue sur toute personne qui voit dans la réserve. Donc on voit à un moment où ça se passe quand même très mal en termes de tension, on est sur des tensions très fortes. En 2001, il y a une tentative de projet d'éco-développement, parce que les gérants se rendent bien compte que la suppression des emplois, elle conduit au développement d'activités illégales. Alors il y a l'achat d'une barque pour pouvoir amener les touristes sur le lac, il y a la création d'une petite échoppe à thé, on forme des guides, on installe des ruches. Sauf que 2 ans après, le constat, c'est que ça n'a pas marché. Un constat d'échec, la fermeture de la cantine du village, la plupart des initiatives tombent à l'eau, hein. Il y a pas de succès touristique parce que, bah, l'accès à la réserve est très difficile, en fait. En fait, il y a que la vente de miel qui fonctionne, mais bah, ça suffit pas du tout et ce qui est intéressant, donc là, vous avez déjà un truc, là, on va encore plus loin. Ce qui est intéressant, c'est que, pour les autorités, ce constat d'échec, c'est lié à un problème, lié aux populations locales. Donc on est toujours dans l'idée de tension. Pour les gérants, c'est parce que, les autochtones, hein, les populations traditionnelles, ont perdu leur mode de vie traditionnel et se sont modernisés, ils se sont pas assez impliqués dans la protection de leur espace. Parce que eux, ils ont une vision, de ces populations autochtones comme, des gardiens de la forêt. Les tribus indigènes sont là pour garder la forêt et donc, ils considèrent que, c'est la faute des populations autochtones qui étaient trop modernes et pas assez impliquées dans la sauvegarde de la forêt. Heu et le problème, c'est que paradoxalement, il y a, une partie, de ces populations où effectivement ce qu'ils ont proposé n'était pas adapté et puis il y a une autre partie des populations qui au contraire étaient restées très traditionnelles, mais en fait elles ont été jugées avec beaucoup de mépris. On a dit que c'était trop primitif pour participer à ce projet et donc finalement, le projet, il a été conçu pour une population idéalisée, qui n'existe pas en fait. Hem Soit ils sont trop primitifs, soit ils sont trop modernisés pour les gérants du parc, mais en fait, c'est un problème de représentation. Il y a une divergence de représentation. Voilà, je voulais développer un peu cet exemple. C'est pas grave si l'histoire des représentations est pas claire, c'est je trouvais ça intéressant. J'espère que c'était clair, mais si ça l'était pas, vous pouvez oublier. Concentrez-vous sur un peu les tensions entre les populations locales et les gérants du parc avec 2 visions différentes, opposées, où finalement la volonté de protection de cet espace conduit à des difficultés pour, les populations locales. Et on va, terminer avec la question des conflits autour de projets d'aménagement.
Et cette fois, justement, l'idée, c'est de s'intéresser aux aménagements, ponctuels et pas à la vision, générale de la protection de l'environnement. Et donc il y a des conflits qui peuvent se cristalliser autour d'un aménagement ponctuel et depuis les années 2010, on voit apparaître, le terme de grand projet inutile, voire grand projet inutile et imposé. Et ce terme désigne des projets, dont on critique, bah, non seulement l'impact environnemental, mais aussi leur utilité, hein, finale, et dont en plus la mise en place s'est fait sans concertation avec les populations locales. Ça concerne des grands aménagements comme des stades, des autoroutes, des aéroports. Là, vous avez une carte justement qui recense les différents grands projets et vous voyez un peu les projets, symboliques, la ligne à grande vitesse Lyon-Turin, les déchets nucléaires, à Bure, la ferme des 1000 vaches, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, puis il y en a d'autres. Et globalement, je vais juste, détailler un petit peu, autour de la, controverse autour de la création d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, c'est en périphérie de Nantes. Alors, il y a les arguments pour, c'était la volonté, d'agrandir l'aéroport de Nantes qui était un peu saturé et l'idée de créer de l'emploi, dans cette zone-là. Les gens qui s'opposent à ce projet, ils mettent en avant le fait que ce projet va détruire, des zones humides fragiles et des bocages et aussi, des terres agricoles. C'est, 730 hectares juste pour l'aéroport plus, bah, les infrastructures et la desserte. Sachant qu'on est dans l'un des principaux bassins laitiers de Loire-Atlantique, donc ça voulait dire 2 000 hectares expropriés aux agriculteurs, 15 exploitations qui doivent fermer. Donc ce qui est intéressant, on est dans les espaces ruraux, c'est de voir l'articulation entre la volonté d'un développement, on va dire en disant ça va créer des emplois et d'un autre côté, bon non seulement la destruction de l'environnement, mais la menace sur les activités agricoles. Et ça a créé une mobilisation forte de militants, d'associations et d'agriculteurs, avec la création d'une ZAD, une zone à défendre, jusqu'à l'abandon du projet en 2018. Ça, c'était un exemple, que je voulais développer. On a aussi, des tensions, qui sont pas du tout à l'échelle nationale, mais qui sont beaucoup plus à l'échelle locale, une résistance qui se fait à l'échelle locale. Et il y a un phénomène, qui a un nom, rigolo, c'est le phénomène NIMBY, le phénomène, Not in my backyard. Donc ça se traduit, littéralement, pas dans mon arrière-cour, en gros, surtout pas chez moi. C'est, un géographe états-unien, Mike Davis, qui a créé ce terme pour qualifier, l'attitude, fréquente qui consiste à approuver un projet dès qu'il se fait ailleurs et à le refuser dès qu'il est à proximité de son lieu de résidence. Donc c'est un petit peu différent de ce qu'on a vu avant, parce que, ce qu'on a vu avant, c'était des projets qui mobilisent à l'échelle nationale, donc avec des gens qui considèrent que c'est un problème de faire ces projets. Là, on est, justement pour, la population locale. On refuse ce projet parce qu'il se fait à proximité de son lieu de résidence et puis ça concerne beaucoup de choses, hein, des lignes à haute tension, des déchetteries, des autoroutes, mais ça peut être aussi avec, une charge, sociale. Ça peut être, le refus que ce soit une prison ou un centre d'accueil pour des réfugiés. Et donc il y a une opposition qui se fait entre l'intérêt général, c'est important de construire, des déchetteries, des centres d'accueil et l'intérêt particulier. Oui, c'est une bonne idée, mais pas chez moi. Le mot NIMBY, ça a une connotation négative, hein, si vous, qualifiez une attitude de faisant preuve de NIMBY, de not in my backyard, c'est négatif, hein, voilà. Et c'est un concept qui était assez populaire, qui a fait, des bébés, qui a fait, par exemple Banana, en fait, il y en a plein d'autres, mais Banana, c'était mon préféré. C'est une parodie, hein, bien sûr, je suis pas sûre que ce soit exploité scientifiquement, très loin, mais voilà, build absolutely nothing anywhere near anything, donc ne construisez rien nulle part, à côté de rien du tout. Bon, c'est un peu une parodie, mais voilà, ça permet de finir sur un truc un peu léger. Puisqu'on a vu, qu'on avait plusieurs visions de la protection des espaces ruraux qui peuvent conduire à des conflits, mais voilà, cette protection semble nécessaire face à des menaces croissantes, heu et c'est tout ça que je voulais vous montrer dans ce CM. Donc voilà, je vous souhaite, une très bonne semaine.